Merci, et puis un grand merci à la médiathèque Pierre Moineau qui nous accueille dans ces conditions toujours très agréables. Un grand merci. Et avec l'expo et l'atelier, là vraiment sur ce cycle, c'était, voilà, ça donnait vraiment une dimension qu'on n'avait pas eue jusqu'ici. Donc, vraiment bravo. Alors non, je ne vais pas présenter Antoine Schirrer. C'est lui qui va se présenter parce que lorsqu'on est entré en contact, il m'a parlé un peu de lui et j'ai trouvé ça juste déjà très instructif de comment on peut devenir journaliste. Alors, si certains d'entre vous étaient là le 14 octobre, on a appris grâce à nos deux témoins du 14 octobre qu'il y a plusieurs voies possibles, puisqu'on avait Sophie Dufaux qui, elle, avait fait une école de journalisme et puis voilà, avait été salariée dans différents médias. Et Xavier Leroux, qui lui était tombé dedans quand il était petit, quasiment, avait fréquenté les rédactions, les salles de rédaction, et avait appris sur le tas sans jamais faire une école. On a appris ce que c'était que la carte de presse, comment elle s'obtenait, et qu'elle n'était pas réservée aux journalistes qui écrivent des papiers, et que tout un tas de techniciens autour de cette fabrique en fait de l'information. Et donc voilà, et Antoine, alors qu'il est typiquement un journaliste du 21e siècle, parce que c'est un peu comme ça qu'on avait intitulé la soirée, il est voilà, son parcours est tout à fait significatif. En tout cas, c'est ce qui nous a semblé. Donc il va commencer par se raconter. D'accord, bonsoir et merci beaucoup de votre invitation. C'est un plaisir de... C'est bon, vous m'entendez bien? Faut que je parle comment, comme ça? Ok. Me présenter. Oui, moi, contrairement peut-être à aux autres intervenants de ce cycle, j'avais pas prévu d'être journaliste du tout. J'aurais jamais pensé devenir journaliste pour des médias comme ça pour lesquels je travaille, donc par exemple Le Monde, la BBC, parce que je viens d'un petit village de Gironde et n'étant pas très très bon à l'école, c'est pas vraiment la voie vers laquelle on m'avait engagé. J'y suis arrivé par un chemin un peu détourné. C'est arrivé un peu à la suite de deux premières expériences, deux premières vies professionnelles, on pourrait dire. L'une est complètement improbable, c'est une passion de jeunesse. Quand j'étais au lycée, je me suis passionné pour le breakdance. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est tourner sur la tête, ce genre de choses, la culture hip-hop. Et avec mes copains, on se passionne pour ça, et c'est au moment où les premières caméras vidéo émergent, où aussi Internet commence à émerger, donc on commence aussi à se filmer. C'est comme ça que je commence à faire... la première fois que je touche une caméra vidéo... Pardon, voilà. La première fois que je touche une caméra vidéo... Pardon. Et j'ai perdu mon fil du coup, mais voilà, touche les caméras, et en fait, de fil en aiguille, on filme nos performances, on va faire des petites compétitions à Bordeaux, et ensuite, comme mes petits montages vidéo plaisaient aux gens, on m'appelle dans d'autres régions de France, on m'appelle ensuite à Paris, et on poste ça sur Internet, sur des sites spécialisés, et en fait, cette expérience qui est partie vraiment d'une passion, d'un hobby, on pourrait dire, m'amène en fait à faire tout un tas alors aussi pour danser, mais aussi pour filmer les autres danseurs en fait, d'abord en France, et puis même après, c'est vrai, je vais essayer vraiment. D'abord en France, puis même assez vite, ça m'amène aux quatre coins du monde, puisque j'aurais jamais pensé faire ça, j'ai été dans 35 pays pour filmer du breakdance. Et donc, moi qui n'avais pas du tout prévu de me retrouver à voyager comme ça, je me retrouve à travers ces expériences en fait à rencontrer tout un tas de cultures, de danseurs. Les danseurs hip-hop dans les pays en général, c'est pas les gens les classes les plus aisées forcément. Donc, quelque part, je rencontre le monde. C'est un peu bizarre de dire ça, mais par ce biais-là. Par ailleurs, ne m'engageant pas, n'ayant pas le niveau scolaire pour m'engager sur Sciences Po, des choses comme ça n'était pas du tout dans mon radar.
manipulant les outils du numérique, un petit peu déjà en faisant des petits montages vidéo et des choses comme ça, je prends des études de design et je fais un IUT où j'apprends voilà, les métiers de l'internet et un petit peu les métiers de la vidéo aussi. Et du coup, voilà, du coup, j'apprends ce métier de designer à coder aussi, à manipuler tous ces outils du numérique en quelques années. Donc, et c'est un peu ces deux, voilà, c'est un peu mon début de carrière, mon début de vie professionnelle, et ces deux choses-là vont un peu converger après. Peut-être que vous voulez si je m'égare un peu, dérouler. Non, c'est effectivement les débuts à la fois de la prise de vue, voilà. Alors la découverte du monde à travers effectivement tous ces reportages autour de la danse aux quatre coins du monde. Vous m'aviez dit la première fois, c'est là que ma passion pour l'actualité est née en fait. Hein, c'est découvrir. Voilà, vous allez dans des pays, vous dites mais en fait moi j'y viens pour la danse, mais en fait il se passe plein de choses. Exactement. C'est ça. Voilà. En rencontrant les gens du pays, on se rend compte qu'ils vivent dans des situations parfois compliquées. En passant parfois, quand on voyage, c'est ce qui arrive. Enfin, on se retrouve, on découvre un pays, on se déroule l'actualité qui s'y passe aussi au moment où on y est, ce genre de choses. Et voilà, donc ces deux expériences, voilà, ça nous amène vers 2014-2015 où je fais un peu ces deux choses-là. Et mes études de design m'amènent un peu dans le monde, du coup, à travailler dans le monde de la communication, ce genre de choses. Et assez vite, je me dis, la publicité aussi, et je me dis, tiens, mais j'aimerais bien essayer de plutôt aller utiliser mes compétences pour faire des choses peut-être qui auraient en tout cas un peu plus de sens à mes yeux, et en tout cas arrêter de travailler sur des campagnes de publicité et plutôt utiliser mes compétences pour essayer de documenter peut-être des choses qui ont plus de sens à mes yeux, c'est-à-dire ça peut commencer par l'actualité et c'est à ce moment-là que je me dis ok, il faut que je bifurque et que je me dis que j'essaie d'aller travailler dans un premier temps pour donc je commence à travailler comme designer pour un peu pour des films documentaires, des choses comme ça, et donc je fais des animations. Alors peut-être il faut que j'explique un peu ce que je fais. Désolé, je pars un peu dans tous les sens. Oui, parce qu'on a bien compris qu'il y avait une formation en les métiers du numérique, de l'internet, du design vidéo, voilà. Ouais. Mais effectivement, ça peut peut-être être expliqué davantage. Il y a eu un usage dans la pub d'abord. Hein. Voilà, c'est ça. Grosso modo, quand je parle de design d'animation, de motion design, c'est un peu le terme, même si c'est un terme anglais qui est beaucoup utilisé. C'est dès qu'on voit du graphisme animé, ça peut être dans la publicité, ça peut être sur Internet, ça peut être dans l'habillage des chaînes de télé, par exemple. Des fois, avant d'aller voir un film, on va voir une petite animation qui explique un truc. Voilà, c'est ce métier-là que j'ai appris, moi, un peu en même temps que à côté d'autres choses qui touchent au digital et la conception de site internet, par exemple. Mais voilà, ça allait un peu dans je résume, voilà. Et c'est ces compétences-là où je me dis, je vais essayer de les appliquer sur des projets qui ont plus de sens pour moi, à savoir peut-être du documentaire. Au début, j'avais pas forcément prévu de pouvoir travailler dans le monde des médias, plutôt de l'actualité. Et ça nous amène. Moi, je fais quelques petites expériences dans des émissions comme au début, j'ai travaillé au Grand Journal, par exemple, où j'ai fait les animations du Grand Journal, des choses comme ça. C'était sur Canal, ça? Sur Canal+, ouais, voilà. J'ai travaillé aussi pour Envoyé spécial. Mais c'était des expériences particulières qui ont vraiment même si c'est déjà dans le journalisme, en fait, c'est très différent de ce que je fais aujourd'hui, dans le sens où c'est des émissions qui sont produites où le design n'arrive vraiment en bout de chaîne comme c'est les finitions vite fait pour. C'est un habillage. C'est un habillage, voilà, quelque chose comme ça. Juste mettre les gros chiffres à l'image et on les envoie. Donc c'est pas assez vite, j'ai compris que c'était pas forcément là que j'allais m'épanouir, et j'ai un peu une opportunité qui a été déterminante pour moi. C'est à un moment donné, on me propose de postuler au site pour le travail pour le site du Monde.fr, le journal, qui cherchait un designer justement pour développer son offre vidéo. Le site du Monde fait des vidéos, si vous avez vu, sur YouTube et sur son site internet. Et il me dit, tiens, ça peut être intéressant. Là, il cherchait exactement ça, quelqu'un qui a ses compétences de design pour expliquer l'actualité. Et c'est comme ça que je postule et qu'il me recrute.
Donc super. Donc je commence là à bosser dans le journalisme. N'hésitez pas à me ramener sur le bon chemin parce que je commence à m'égarer. Oui, oui. Non, si je reprends le fil, donc la formation de base en IUT, un peu de publicité et envie de mettre cette technique au service de quelque chose qui ait un peu plus de sens pour vous, sens que voilà, qui était venu de ces voyages et de ce goût pour l'actualité. Exactement. Donc effectivement, le monde, c'est pas rien, quoi, de se retrouver au monde. Exactement. Ouais. J'étais très très impressionné au moment de mes entretiens et même en arrivant là-bas, enfin pendant des mois, voilà, je me sentais, enfin voilà, il m'a fallu beaucoup de temps pour me sentir légitime, ne serait-ce que de donner mon avis auprès de mes collègues. C'était très particulier de venir, et c'est marrant parce que de l'autre côté ces des gens-là je suis devenu ami avec certains aujourd'hui. Et en fait, ne s'en rendent pas vraiment compte, alors que moi, venant de, si j'ose dire, mon petit village de Gironde, enfin même si j'étais déjà à Paris, voilà, oui, c'est quand même une institution en France, c'est un grand média, et c'était pas facile. Il m'a fallu même du temps, mais ne serait-ce même que pour là, je m'exprime à peu près bien aujourd'hui, mais ne serait-ce que m'exprimer en réunion, je me souviens au sein du journal, ça me terrifiait vraiment au début, enfin, et aussi parce que je me sentais pas légitime simplement. Donc, il m'a fallu beaucoup de temps pour développer ça, et c'est un peu en faisant mon petit bout de chemin. Donc moi, mon rôle à ce moment était uniquement de fabriquer des animations qui servent à expliquer l'actualité dans les vidéos. Mais en fait, donc pour le monde.fr. Voilà, c'est ça. Et mais quand même, voilà, au bout d'un moment, je m'intègre à l'équipe et je finis par avoir un regard plus critique sur ce qu'on peut produire et avoir envie, moi aussi, voilà, à force de fabriquer les animations pour les autres, en fait, on se retrouve quand même à devoir manipuler aussi les informations et parfois aller aider parce qu'il n'y a pas le temps, il faut filer un coup de main pour mettre en forme les données, collecter les données éventuellement, et donc c'est comme ça que je me mets un peu, bon an mal an, à faire aussi du journalisme en fait à ce moment-là, et au point de souvent ouvrir ma bouche en réunion pour dire mais quand même on devrait plutôt faire ça, on devrait parler de ça, mais ça c'est plus important, etc. Et à force d'insister un peu, ils m'ont dit puisque c'est ça, vas-y, propose un sujet et fais-le. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers sujets au Monde. Donc en ce sens-là, alors, je leur suis très reconnaissant parce que bien que, enfin, ils m'ont quand même donné ma chance et je suis très reconnaissant à mon chef de l'époque, Olivier Clermois, qui m'a quand même donné cette opportunité. D'autres gens auraient peut-être pu dire t'es gentil, mais tu vas rester faire le design, voilà. Oui, parce que c'était vraiment, vous avez été vraiment recruté. Ouais, c'est ça. Faire une chose très spécifique. Dans les médias, il y a quand même, pour la plupart des médias audiovisuels, il y a des designers qui font ce travail-là, c'est-à-dire dès que vous voyez en général une petite infographie ou quelque chose, en fait, il y a des gens qui les ont construits, enfin mis en forme, créé le graphique et tout ça. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 3 ans. J'y suis arrivé en fin 2016 et j'en suis parti un peu avec ce qu'on a prévu de vous parler, c'est-à-dire en fait la première fois où je suis parti vers l'enquête, ça a été quand même une vraie charnière dans mon parcours professionnel. C'est arrivé au moment du moment des Gilets jaunes en fait, où ça va, on est dans les temps, pardon. Désolé, je pars dans tous les sens. Mais oui, j'arrête de m'excuser. Voilà, j'arrête de m'excuser. Désolé. Là, on va parler de la première enquête, le moment charnière où vraiment là, vous avez vraiment entré dans un travail de journalisme. Ouais, c'est ça. Et donc c'était. Donc c'est au moment des Gilets jaunes. Et je me souviens, c'est énorme sujet d'actualité à ce moment-là. Et je me souviens que donc nous on est au service vidéo du Monde, donc alors qui n'est pas du tout un service d'enquête, mais qui quand même manipule de la matière vidéo et qui raconte quand même, voilà, quand il y a une manif, les premières manifs, mes collègues font une petite vidéo, des choses comme ça. Mais quand même les semaines passent et je me souviens avec plusieurs collègues, on se dit mais là il y a quand même quelque chose de fort qui émerge, c'est ces images qui circulent sur les réseaux sociaux de violences policières où on voit toutes vous en souvenez sans doute, voilà, c'est des personnes qui ont des blessures très graves, certaines sont éborgnées, et en fait il y a ces images qui circulent, les grands médias les reprennent pas trop,
Et au sein du journal, le journal en parle un petit peu comme dans les articles, mais disons que nous, je veux dire, on est plusieurs collègues, on se dit, on est le service vidéo et on fait rien avec cette matière. Mais en même temps, c'est une matière très compliquée à travailler parce que, en fait, il y a un extrait qui circule, mais qu'est-ce qui s'est passé? On connaît pas le contexte. D'ailleurs, c'est souvent la défense c'est comme ça que, en tout cas, les institutions, la police, parlent de ces images en disant, en fait, oui, il y a cette image qui peut être choquante, mais vous connaissez pas le contexte, ce genre de choses. Et donc, les semaines passent et au bout d'un moment, ma collègue Asia Balifié convainc notre chef où il y a un cas à Bordeaux de combat. Je vais brancher pour vous le montrer. On va prendre un petit extrait. Alors, c'est bleu. Il y a cette affaire, c'est le 12 janvier à Bordeaux, et il y a un gilet jaune qui s'appelle Olivier Béziade. C'est bon. Alors, je mets en grand et on est parti. C'est bon. Voilà, il y a cette image qui circule, qui devient virale sur les réseaux sociaux, où on voit ce gilet jaune qui semble ne rien faire, et la caméra tourne, et il est face contre terre, la tête en sang, et voilà, donc ça fait la une des journaux, mais puis l'actualité passe, et c'est à ce moment-là que ma collègue arrive à convaincre notre chef de service on avait, en enquêtant un peu sur les réseaux sociaux, on avait récupéré d'autres images où on sentait que, tiens, là on voit quand même un autre angle, on arrive à reconstituer un peu le puzzle, et c'est qu'on se dit, on va essayer de voir si on peut pas, en combinant toutes les images, est-ce qu'on peut pas arriver à savoir exactement ce qui s'est passé. Le récit qui se pose à ce moment-là sur cette affaire, c'est, ce monsieur a sans doute été violent avant, et la police est intervenue parce qu'il y a un Apple Store juste à côté, et les manifestants voulaient saccager l'Apple Store. Et donc on a fait ce travail donc de collecter un peu, sans vraiment, assez instinctivement, c'est-à-dire on va collecter toutes les images. On est aussi allé le week-end d'après essayer de rencontrer des gens sur le terrain, et moi ayant en fait, je suis toujours sur mon rôle de designer à cette époque-là, mais en fait c'est là, en fait, mes compétences de savoir manipuler le monde digital, le monde numérique, d'être très à l'aise là-dedans, m'aide vachement pour collecter, pour arriver à chercher, aller un peu plus loin que peut-être mes collègues, pouvoir utiliser quelques scripts pour automatiser des choses de recherche, nous permettent de récolter plein d'images, et en fait, en faisant ce travail, en combinant ça avec du journalisme évidemment traditionnel, c'est-à-dire rencontrer des témoins qui étaient là au moment des faits, en ayant aussi accès, tout à la fin de l'enquête, on n'aurait presque pas eu besoin, avec du recul, des images de vidéosurveillance auxquelles on a eu accès, qu'on ne publie pas parce que c'est des sources fermées, mais on a pu consulter et vérifier que en fait, la version qu'on avait établie en enquêtant sur les réseaux sociaux et avec les témoins dans la vraie vie, si j'ose dire, ça collait, et donc on a pu publier cette enquête. On va regarder un petit extrait. Grâce aux images qu'il nous a fournies et à celles de plusieurs autres reporters, nous avons pu constituer une séquence continue des événements qui vont suivre jusqu'à l'évacuation d'Olivier Béziade par les pompiers. Elle débute peu de temps après la dispersion de la place de la Comédie, 58 secondes avant la charge des forces de l'ordre. Un groupe de manifestants s'est fixé rue Sainte-Catherine, près de la boutique Apple. Quelques insultes fusent, puis on aperçoit brièvement Olivier Béziade dans le groupe de manifestants. Au même moment, on l'aperçoit également depuis une autre caméra située près des forces de l'ordre, ici. « 12 secondes plus tard, celle-ci lance une charge rue Sainte-Catherine. Olivier Béziade est le dernier à se mettre à courir. Voici ce qui s'est passé. Une première balle de LBD 40 est d'abord tirée par un agent de la BAC. Elle ne touche pas Olivier Béziade. Une seconde plus tard, un deuxième membre des forces de l'ordre lance une grenade lacrymogène dans la même direction. Et quand j'ai fait même pas 15 mètres, j'ai entendu à côté de moi sur ma gauche
roule quelque chose. Lorsqu'il voit passer la grenade devant lui, Olivier Béziade arrête sa course et se retourne. J'ai vu mon tireur. Voilà. Quand je me suis retourné, j'ai vu qu'il y en a un qui me regardait comme ça. Et c'est quand je l'ai vu qu'il pointait son arme sur moi, je me suis mis à courir, mais c'était trop tard. Et après, voilà. Une deuxième balle de LBD est en effet tirée par cet autre agent de la BAC, ici. On distingue mieux le tir depuis le deuxième angle de caméra, rue Sainte-Catherine. La balle frappe Olivier Béziade dans la tête. Je l'avais pris dans la tête. Et j'ai voulu mettre les mains parce que je voyais que je tombais. Et bien, mes mains n'ont pas bougé. Et là, je suis tombé de ma pleine hauteur sur le sol. Comme ça. Une instruction relative à l'emploi des LBD 40 indique pourtant qu'hors situation de légitime défense, la tête ne doit pas être visée. Bon, voilà, on regarde qu'un extrait parce que sinon la vidéo complète fait 15 minutes. Et j'ai coupé quelques extraits au milieu, mais on voit, on voit quelque chose que j'ai pas beaucoup abordé, mais qui est vachement mobilisé dans ce reportage, c'est l'usage du design, ça vous a pas échappé, je pense, pour disséquer toutes ces images qu'on a collectées et contextualiser. Donc, alors, il y a plusieurs outils qu'on utilise. Donc, vous avez sans doute remarqué cette espèce de timeline, enfin, c'est pas une espèce, une frise chronologique en gros pour ancrer chaque moment clé dans le temps et permettre aux spectateurs de s'orienter un peu là-dedans. Évidemment, la modélisation 3D, c'est sans doute l'élément le plus remarquable, oui, voilà, qui permettent en fait de s'ancrer dans l'espace. Enfin, c'est comme ça que je l'explique en général. Il y a toutes ces images filmées dans le feu de l'action où quand on les regarde sur un réseau social, on a du mal à se représenter. Le modèle 3D permet de les ancrer, de sortir, de regarder où on est, et ensuite de pouvoir expliquer comment regarder ces images. Quelque part, c'est une restitution de tout un travail qui a été fait où nous, au moment de l'enquête, on analyse de façon très détaillée, et là on le restitue grâce à ça. Voilà. Moi, je le vois comme une vraie clarification de ces images, qui sinon, on voit une très grande confusion dans ce type de scène. Et c'est vrai que voilà, ça clarifie, on a le temps de voir, ouais. On revient, on le voit dans l'autre sens. Donc, la valeur ajoutée est assez évidente. Sur cette, vous avez dit c'est un moment charnière. Moi, ce que je vois comme vraiment quelque chose de différent, c'est que il ne s'agit plus de faire des vidéos, de prendre sa caméra et puis d'aller documenter les choses avec de la prise de vue. Les vidéos, elles sont là, elles sont partout sur les réseaux sociaux, et c'est dans cette masse d'images qu'il faut aller fouiller, chercher, comparer, confronter. Ouais, c'est ça. C'est bien ça qui se passe. Ces travaux sont, moi, à mon avis, vraiment viennent du fait que depuis une dizaine d'années, on a tous une caméra dans notre poche, ce qui n'était pas le cas avant, et comme vous l'avez dit, il y a une énorme production de vidéos qui voilà, depuis ce moment-là, et qui sont autant de traces, c'est comme ça qu'on en parle, c'est-à-dire de traces qu'on collecte. Alors il y a des traces vidéo, il y a des traces, des témoignages de personnes traditionnelles, et ça peut être de toutes sortes, ça peut être aussi des traces sur Internet, pas forcément dans cette enquête, mais voilà, donc on collecte toutes ces traces, on les met on essaie de les trier, de les mettre en forme comme ça pour essayer d'apporter sur un événement controversé comme celui-là, pouvoir le clarifier exactement. Et donc cette enquête-là, pardon.
Je continue sinon. Je remets sur les termes, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à préparer tout ça, je tombais sur des termes, je notais les termes qui me paraissaient voilà, très techniques, mais c'est vrai, c'est les termes d'investigation visuelle. Ah oui, on cherche à voir tout ce qu'il peut y avoir, tout ce qu'on peut détecter sur une image. Modélisation 3D, Antoine en a parlé. Enfin voilà, ce sont ces usages en fait, hein, c'est des usages, enfin certaines techniques qui ont été faites, vous les avez apprises pour faire autre chose. On peut faire de la pub avec, mais on peut aussi arriver à faire ce genre de choses qui apporte une espèce de vérité journalistique, on peut dire ça? Oui, c'est ça, en tout cas des informations vérifiées sur un événement controversé et ouais, voilà. Et c'est vrai que par exemple, l'usage de la 3D, par exemple, qui est remarquable dans ce reportage, c'est d'ailleurs l'une des premières fois, si ce n'est la première, à ma connaissance, où c'est utilisé de cette façon en France. Et d'ailleurs, en fait, nous, ça nous a surpris, ça a été vachement remarqué par la profession à ce moment-là. Et en fait, on a pu le déployer parce qu'en fait, il y avait quelqu'un dans l'équipe qui avait les compétences, mais que j'avais acquises vraiment dans un autre contexte complètement, que j'utilisais pas du tout, parce qu'en fait, on n'a pas le temps en général de faire des modélisations 3D. Et là, en fait, avec ma collègue, on s'est dit, alors, en fait, pour être honnête, on s'est inspiré des Américains, le New York Times, qui avait déjà fait ce genre de travaux. Et on s'est dit, là, ça va être parfait, et moi, je peux le faire, j'ai les compétences. Et alors, pour vous raconter un peu les coulisses, l'équipe du Monde à l'époque vidéo n'est pas designée, alors plutôt n'est pas organisée pour faire des enquêtes à cette époque-là. Et notamment toute cette partie de modélisation 3D, c'est beaucoup des choses que j'ai fait. Comme on croyait beaucoup à ce sujet et qu'on avait envie de le faire de cette façon, que j'ai fait beaucoup chez moi le soir après le travail. Et la journée, il fallait travailler sur d'autres choses. Le Monde, par la suite, sera très... enfin voilà, ce reportage même a marqué, alors, dans la profession un petit peu, mais notamment en interne, les directions du Monde, une fois qu'on l'a eu fait, ont compris le potentiel à ce moment-là et a constitué petit à petit une petite équipe qui aujourd'hui... Il y a une équipe dédiée à faire ce genre de choses, ils sont 3-4 de mémoire. Et il m'arrive de collaborer avec eux de temps en temps. Et donc en fait, alors pour revenir, je reviens à mon petit parcours personnel, mais donc voilà, pour moi c'est vraiment un tournant parce que je me rends compte parce que j'avais eu l'intuition depuis longtemps, que les outils que j'avais appris avant pouvaient être très pertinents pour faire du journalisme. Enfin, moi, c'est le genre journalistique que je trouvais, en tant que spectateur, le plus intéressant. C'est-à-dire essayer de révéler des choses nouvelles, apporter des choses que les autres n'auront pas vues, enfin, qu'on n'a pas pu documenter ailleurs. Donc, et là, je me dis, ça, c'est pour moi. En plus, je voyais bien autour de moi dans le monde, en fait, personne n'avait ces compétences-là. Donc, en fait, je me suis dit, c'est pour moi, je vais m'engager vraiment là-dedans par la suite. Donc vous êtes devenu un spécialiste. Un spécialiste, mais alors avec plein de noms. Hein. Si vous allez sur son site, il est journaliste, il est réalisateur, il est designer, il est enquêteur, il est monteur vidéo. C'est amusant. En fait, dans mon école de multimédia, les UTSRC de Bordeaux, ils nous présentaient souvent comme des couteaux suisses du multimédia. Alors, je suis complètement un couteau suisse aujourd'hui, appliqué au journalisme, on pourrait dire. Et oui, c'est vrai que sur mon site internet, en général, je précise quel rôle j'ai dans les projets, et comme il peut varier vachement, ça peut arriver que là, c'est un projet sur lequel on est à l'origine de l'enquête qu'on a fait, et on l'a aussi, je trouve, monté et designé. Donc, parfois, ça m'arrive de collaborer juste pour aider, par exemple, il y a une enquête déjà faite, mais comme on apprécie mes compétences de réalisateur, je viens juste réaliser la vidéo. Voilà, toutes les configurations sont possibles de plus en plus. Et comme j'ai pas envie j'aime beaucoup, c'est super intéressant évidemment je trouve toutes les étapes intéressantes. Ayant designer et mon métier au début, donc c'est évidemment très intéressant, en plus ayant des choses à apporter. Mais du coup, creuser un sujet, c'est aussi fascinant, c'est ce qui me fascine le plus aujourd'hui, évidemment. Alors vous n'êtes plus au Monde. Oui. Même si vous intervenez... Ça m'arrive de collaborer. En fait, je suis devenu pigiste depuis. Voilà. Donc c'est journaliste un peu freelance, indépendant, on pourrait dire. En fait, après avoir fait ce reportage, donc évidemment le Monde était ravi, on était très satisfait du travail, si ce n'est plus. Mais
ça vous aura pas échappé, je pense, après le cycle de conférences que vous avez fait. Journaliste est un métier en tension en ce moment, donc les places sont chères, notamment au Monde. Et il se trouve qu'à ce moment, il n'y a pas de place disponible pour que je passe sur une position de journaliste davantage. Et même cette cellule, faire ce genre d'enquête, ça a pris 2-3 ans pour qu'il puisse arriver à, je sais pas, voilà. C'est un gros paquebot quand même à bouger. Donc, et donc à ce moment, j'ai plutôt il me proposait de rester comme designer. Mais moi, à ce moment-là, je me dis, j'ai envie vraiment de creuser ça, c'était très prometteur. Et il se trouve que c'était pas passé inaperçu, et d'autres médias s'intéressaient à ce genre, notamment à Mediapart, mais même côté anglophone aussi, outre-Manche, à la BBC notamment, qui est maintenant un de mes clients réguliers. Et donc je suis parti en indépendant pour plutôt travailler de projet en projet et pouvoir ainsi choisir un petit peu le genre de projet et pouvoir aussi, et ça c'est en fait peut-être la principale partie, pouvoir me donner du temps pour essayer de proposer des sujets. Parce que j'ai vite compris que pour devenir journaliste d'investigation, on pourrait dire, en fait, il faut trouver des sujets. Il y a pas de. Et donc, je dis, il faut que j'ai le temps de chercher, parce qu'au Monde, en tant que designer, je passe ma journée à faire des animations, mais j'ai pas le temps de chercher des sujets d'enquête. Donc, et c'est pour ça que je suis parti. Pardon, c'est encore le très long. Donc, c'est votre situation actuelle depuis pas mal d'années maintenant. Ça fait 5 ans, ouais. 5 ans. Et journaliste je navigue indépendant entre plusieurs médias. Entre différents médias qui font appel à vous. Et donc c'est satisfaisant. Alors on a bien compris que c'était très précaire. Ça, sur le plan, il n'y a probablement pas le confort d'un CDI au Monde. Mais sur le plan de l'exercice de vos compétences, la diversité de choses que vous faites, c'est plus satisfaisant. Ouais, moi déjà ça me permet de pouvoir, on va en voir certains tout à l'heure, mais de pouvoir proposer des sujets, pouvoir m'intéresser à des sujets en particulier. Et on va pas, pour vous dire la vérité, ce mode-là tient parce que je travaille une bonne partie de mon temps outre-Manche pour la BBC qui paye beaucoup mieux, pour être très trivial. Et donc en fait, je fais un peu, on va dire, la moitié de mon temps à travailler au sein d'une cellule d'enquête à la BBC. Qui s'appelle BBCI, au sein du World Service, c'est-à-dire le service qui s'occupe de traiter tout ce qui n'est pas en Angleterre, grosso modo. Et donc ils font des longs formats, qui font des longs documentaires, en général de plus de 25 minutes, et qui ont il y a une cellule qui intègre beaucoup ce genre de choses. Donc il y a eu des enquêtes au Bangladesh qui s'est passé par exemple l'été dernier. Je participais il y a une révolution au Bangladesh l'été dernier, et donc une grosse enquête où là je suis plutôt dans le rôle de réalisateur pour le coup, mais aussi de faire tout ce boulot de vérification d'images. Il y a encore une fois énormément d'images qui sont publiées à ce moment-là, donc à la fois sur le volet enquête et sur le volet réalisation vidéo. Donc ça c'est la partie pour la BBC en Angleterre, et l'autre partie du temps je la consacre à des enquêtes qui me tiennent souvent pour des médias français où les budgets sont bien moindres, voire souvent très petits, mais où je me dis c'est pas grave, il n'y a qu'une semaine de budget, et c'est un commando pendant une semaine, et puis mais bon, j'y trouve mon compte, et j'imagine que c'est dans tous les métiers comme ça, c'est hyper épanouissant de pouvoir exprimer le plus possible de son potentiel, et j'ai la chance de le faire grâce à ce mode en freelance, et comme par exemple cette enquête qu'on vient de voir, beaucoup de travail a été fait chez moi dans ma chambre le soir. Mais c'est hyper exaltant professionnellement de pouvoir aller au bout d'une idée, et je pense que dans tous les métiers c'est le cas. Très bien, donc voilà une façon très différente de ce qu'on a vu le 14 octobre, donc une façon très différente d'exercer ce métier de journaliste. Alors vous nous avez parlé d'une première enquête, vous avez dit c'est bien, il faudrait que je ramène un sujet. En fait, c'est qui prend l'initiative en fait quand un sujet est travaillé. Est-ce que ça se fait à plusieurs? Est-ce qu'il y a une direction ou quelqu'un qui rassemble une équipe pour réaliser ça? Comment ça se passe? Alors les configurations peuvent être très variables, mais il y a quand même 3 types. La première, c'est exactement ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire il y a un énorme événement d'actualité qui arrive où faire ce genre de travail est pertinent,
alors ça peut être, mouvement social, mais ça peut être aussi des conflits à l'étranger, ça peut être plein de choses en fait. Enfin, par exemple, il y a de la matière vidéo en abondance comme ça, c'est là que ça peut se dire. Donc quelque part en rebond de l'actualité. L'autre mode, c'est moi avec les outils du numérique notamment, c'est plutôt il y a des sujets dans l'air du temps et alors ça peut tourner autour parfois pendant des mois, voire des années et à un moment on trouve une idée pour l'aborder ou le décrypter avec nos outils. On va voir deux petits exemples du coup. Le premier, c'est donc remonte à 2024, la campagne pour les législatives, sur une nouvelle émission est lancée un peu sans annonce, enfin un peu de but en blanc, je ne sais plus exactement, mais Cyril Hanouna prend dans l'entre-deux tours l'antenne pendant tous les jours, 2 ou 3 heures, je ne me souviens plus. Voilà, c'est ça. Dans une nouvelle émission, ils changent complètement leur grille. Sur Europe 1, hein. Il est passé à Europe 1. Oui, pardon, merci. Sur Europe 1. Et alors moi, en ce moment, en étant externe à la rédaction du Monde, on en discute un peu de façon informelle. Et assez vite, on se dit, c'est intéressant parce que c'est d'un point de vue journalistique, c'est parfait. Enfin, il y a une période assez courte. Pardon, je voulais faire un signe de la main. Il y a une période assez courte, ça va durer 2 semaines, et on anticipe que on va voir comment ça se passe, et donc on se dit on va regarder. Et donc moi j'arrive dans le projet 2-3 jours après le début de l'émission où mes collègues prennent un jour ou 2 pour regarder comment se passe l'émission et repèrent des dérives ostensibles, je sais pas comment dire, et donc c'est là que moi je reviens en renfort pour aider à finir l'enquête et aussi fabriquer la vidéo qui va. On va voir un petit extrait du coup aussi. Ça, c'est une source unique, c'est les vidéos des émissions enregistrées. Oui, quelque part, là, d'un point de vue technique, c'est presque plus simple, même si c'est. Alors, on va voir l'extrait et puis j'en parlerai après. Alors, ici et dans toutes mes émissions, tout le monde, tous les gens et toutes les opinions sont les bienvenus. Qu'en est-il vraiment ? Le Monde a analysé l'intégralité des 2 premières semaines d'émission, soit 15 heures de direct. Nous avons enregistré tous les participants, décompté tous les temps de parole et examiné les prises de position de toutes les personnes présentes en studio. Nous avons également pu identifier et analyser plusieurs dizaines de minutes de direct discrètement supprimées dans les replays de l'émission. Notre analyse montre comment ce qui est présenté comme une émission de débat et de décryptage s'est transformé en émission de propagande politique en pleine période électorale. Sur l'ensemble des émissions, Cyril Hanouna a personnellement passé 30 minutes à critiquer le nouveau Front populaire, ou la gauche, environ 2 minutes 30 à critiquer la majorité présidentielle et 0 minutes à critiquer les Républicains ou le Rassemblement national. L'émission accueille également des invités, essentiellement politiques. Voici leur temps de parole par groupe pour les 2 premières émissions. L'extrême droite, des soutiens d'Éric Ciotti à Reconquête, est très présente. La gauche, totalement absente. Le rappel à l'ordre de l'Arcom reçu le 19 juin a-t-il eu un effet ? Dès le lendemain, un candidat PCF passe quelques minutes par téléphone. Et en 2e semaine, plusieurs représentants de la majorité présidentielle passent au micro, dont Gérald Darmanin et Rachida Dati. Mais le déséquilibre reste frappant. Sur l'ensemble des 10 jours de diffusion, la gauche reste très peu représentée. Les figures de droite du camp présidentiel et le Rassemblement national sont loin devant. Ben voilà, pareil, c'est un extrait court parce que sinon ça dure encore 10 minutes et voilà. Mais là encore, les outils du numérique servent un peu à 2 niveaux. Donc, déjà en phase d'enquête, alors comment dire, on pourrait le faire aussi sur une feuille de papier et décompter les temps de parole. Là, on utilise des outils qui permettent d'aller beaucoup plus vite, les logiciels de montage vidéo, où on peut étiqueter toutes les prises de parole de plusieurs façons, à la fois qui parle, à la fois de quelle tendance politique est la personne. Enfin voilà, ce genre de choses. On avait comment dire,
des représentations temporelles comme ça avec tout un tas de tags et de couleurs pour étiqueter toutes les personnes. Et ensuite, on peut générer les graphiques de façon automatisée. Donc, voilà, pour le faire dans un délai, parce que ça, c'est pas, après, c'est les contraintes de la presse, c'est-à-dire, là, on le fait ça sort la semaine d'après, je pense, de la campagne, ou quelque chose, je sais plus exactement quand on le publie, mais, ou peut-être même avant je sais plus quand on le sort exactement. Mais, donc, sur la phase d'enquête, les outils de manipulation de vidéos servent. Et évidemment, vous avez vu aussi l'usage du design aussi qui permet de faire comprendre toutes ces données qui sont sinon, voilà, on essaie de leur donner un peu vie en animant les graphiques, en reconstituant en 3D, là on l'a pas trop vu peut-être, mais un autre usage de la 3D pareil pour, alors c'est moins, comment dire, pertinent, c'est pas vraiment le mot, mais dans le cadre des violences policières, il y a un rôle beaucoup plus complexe, on va dire, là c'est plus. Parce qu'il y avait une contrainte aussi technique, c'est qu'on ne pouvait pas utiliser les images vidéo d'un point de vue légal. Enfin, ou très très peu. L'équipe juridique du Monde nous avait dit, si vous pouvez pas mettre de vidéos de Hanouna déjà qui vont sans doute pas apprécier le reportage, ça serait mieux. Donc, il y avait aussi cette raison-là, donc d'avoir le studio en 3D, mais aussi ça permet d'expliquer quand même ce qui se passe. Voilà. Et Non, très bien. Donc ça, c'était, oui, de 2000. Ça reste récent. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, un sujet que vous décidez vous-même, enfin à quelques-uns, de creuser, parce que c'était là, de toute façon, il fallait le faire dans ce temps de la campagne. C'est ça, pour faire un peu de teasing, malheureusement elle n'est pas encore sortie, donc je ne peux pas vous la présenter, mais on a continué ce travail avec une autre ampleur. Cette fois, je l'ai fait pour Reporters sans frontières, et j'aurais aimé pouvoir vous le présenter, mais la date a été repoussée sans cesse, et donc j'ai continué à travailler ce sujet des médias en maintenant d'autres outils numériques, mais dans quelques semaines, Reporters sans frontières va le publier, pour faire un peu de teasing. Pour surveiller quoi Cette fois-ci, je peux pas en dévoiler grand-chose, mais parce qu'on n'est pas en campagne. là, c'est sur ça s'intéressera aux chaînes d'information continue. Je peux pas en dire plus à ce stade, mais j'aurais adoré pouvoir vous présenter, mais tant pis. Et voilà, donc ça c'est un autre usage un peu des outils du digital, et peut-être est-ce que je passe au troisième exemple ou on peut au moins en parler. Ouais. Parce que le troisième exemple, c'est l'application Strava. C'est encore un autre type de départ d'enquête, on pourrait dire. Il y a une slide normalement. C'est ce qu'on a appelé les Stravalix, qu'on a fait là aussi pour Le Monde. J'ai pris que des exemples franco-français un peu. J'aurais pu trouver des exemples faits pour la BBC, mais bon, tant pis. Et donc là, le point de départ, donc on a vu 2 autres points de départ. Là, le point de départ est, on entend parler d'une faille. Alors, Strava, qu'est-ce que c'est Strava ? C'est une application de jogging pour les sportifs qui marche avec les téléphones portables, avec les montres connectées pour enregistrer ses performances et les partager aussi comme sur un réseau social. Et on entend parler là-dedans d'une faille. Il y a une première enquête qui est faite par le New York Times, je crois, qui révèle par l'application Strava les bases des Américains en Afghanistan alors qu'elles sont secrètes. Et donc c'est comme ça qu'on découvre cette faille et on se dit, bah, tiens, est-ce qu'on pourrait pas nous aussi l'exploiter ? Et on avait d'autres idées on s'est dit à quoi ça pourrait s'appliquer et en fait je bug. qui sont des bons clients pour potentiels. C'est des gens qui font du sport et donc bon, c'est ce qui nous intéresse dans le journalisme. Éventuellement, il y a les militaires qui font beaucoup de sport. Il y a aussi les gardes du corps. Des présidents par exemple. Et puis, au début, je me suis dit, c'était un peu comme une blague, on s'était dit, même le président Emmanuel Macron fait beaucoup de sport, peut-être même qu'on peut retrouver son compte à lui, peut-être qu'il a un compte Strava, on ne sait jamais. Et c'est comme ça qu'on essaie de commencer à regarder plein de sujets, et finalement, on va regarder un petit extrait aussi. Alors, là, du coup, d'ailleurs, je vais vous montrer un extrait pas notre reportage directement, mais un reportage de France 5 qui a fait quelque chose de plus ramassé, et qui est plus... Donc ça va être un autre style de visuel, mais le reportage n'est pas de nous, mais c'est notre enquête. Strava, impossible de lui échapper. La plus célèbre application de course à pied. 135 millions d'utilisateurs actifs. Strava, ça marche avec les montres connectées ou avec votre smartphone, et ça permet d'enregistrer ses performances et aussi de les partager, un peu comme sur un réseau social. Problème, certains profils devraient sans doute être plus vigilants.
Au début, c'était presque une blague de se dire qu'on allait chercher le président Emmanuel Macron. Alors on se doutait bien qu'on n'allait pas le trouver lui-même, mais en revanche, ces gardes du corps, par définition, étaient un peu des bons clients potentiels, puisque sportifs du fait de leur métier, et donc utilisateurs très probables de Strava. Chacun de ces points correspond à une course qui a été effectuée soit au départ, soit à l'arrivée, ou en tout cas dans les alentours du palais de l'Élysée par ces agents. Sur les profils Strava, donc, en parcourant l'historique de ces gardes du corps, on voyait apparaître des villes un peu aux quatre coins du monde. Quand on comparait ces dates-là avec les déplacements d'Emmanuel Macron, ça collait. Au total, on a pu identifier plus de 100 déplacements entre 2016 et 2024. Savoir que les gardes du corps suivent le président, c'est pas un scoop. Le problème, c'est que parmi ces gardes du corps, certains arrivent souvent quelques jours à l'avance. C'est ce qu'on appelle partir en précurseur. C'est-à-dire qu'ils arrivent un jour, 2 jours ou 3 parfois sur les lieux mêmes, notamment pour sécuriser la visite, et très souvent ils sont logés dans le même hôtel que celui où s'apprête à séjourner le président. Et donc, quand ils vont courir, si on regarde le point de départ et le point d'arrivée des courses, eh bien, ça nous mène au pied même de l'hôtel où va séjourner le président. Information normalement confidentielle. Donc ça veut dire que quelques jours plus tôt, on peut savoir n'importe qui via Strava où va séjourner le président lors de ses déplacements. Ouais, voilà, donc ça résume un peu le premier volet de l'enquête, on va dire, parce qu'on a eu d'autres volets après, mais... Oui, je crois que vous avez identifié des sous-mariniers de base hyper protégés. On peut parfaitement savoir quand est-ce qu'ils sont à terre et quand est-ce qu'ils sont en... Ce volet sur les gardes du corps du président a été le premier volet de l'enquête, mais moi je préférais presque les autres volets pour lesquels on n'a pas fait de vidéo malheureusement, mais en fait on a cette méthode donc on vient de voir, on a essayé plein de choses, et notamment on a regardé aussi chez les Russes si ça marchait aussi. Alors on a fait tout un volet sur les gardes du corps américains, puis il y a eu aussi un reportage là-dessus, mais sur le volet russe on a trouvé une information que je trouve, où on a quelque part, il y avait un petit scoop si on peut dire, c'est-à-dire que il y a un palais, peut-être que certains ont vu les reportages de Alexei Navalny, donc qui est un opposant russe qui est mort dans les prisons russes. Lui avait fait une grande enquête avec ses équipes où il parlait d'un palais qui aurait coûté $1 milliard, je crois, au bord de la mer, comme ça, on le voit en petit là ici. Mais les autorités russes, Vladimir Poutine, ont toujours nié que ça lui appartenait. Et en fait, en suivant les gardes du corps, on a retrouvé 2 gardes du corps qui courent à plusieurs moments aux abords directs du palais, et même un qui rentre dans l'enceinte directement. Donc c'était une petite intervention d'intérêt public en plus, qui donne un indice de plus, on va dire, que Poutine aurait un lien avec cet endroit. Il y a eu un autre volet de révélation qui était intéressant, qui nous concerne les Français, nous. En fait, en utilisant exactement la même méthode que pour les gardes du corps, donc pour rappeler brièvement le principe, grosso modo, en gros, avec les outils du numérique, on simule des joggings dans des endroits où seules certaines personnes ont des accès. Donc là, dans le cas des gardes du corps, c'était le palais de l'Élysée et la lanterne, la maison de week-end du président. Et en faisant le même exercice, la même manip sur les bases des sous-marins français, on retrouvait tout un tas d'activités, je crois que je l'ai noté, 450 utilisateurs actifs sur la base de l'île Longue, là, au bout de la Bretagne, ces 10 dernières années. C'est quand même des sous-marins nucléaires. Des sous-marins nucléaires, on est dans un contexte de tension assez élevé avec la Russie, et en fait, en disséquant un peu toutes ces activités qu'on trouvait sur les endroits directs où c'est des zones qui sont de sécurité maximale, évidemment. Mon binôme que vous avez vu dans le reportage y est allé, et donc on doit normalement se décharger de tous ces équipements numériques, y compris évidemment les gens qui travaillent là-bas. Et en fait, on a appris, après on s'est rendu compte que ils avaient été trahis un peu par leur montre, il se trouve que en fait, ils ont enregistré leur course avec leur montre connectée, et en fait, en analysant un peu ces trucs-là, on s'est rendu compte qu'on pouvait alors déjà identifier, parce qu'en fait beaucoup de gens étaient sur leur vrai nom, donc en fait on peut identifier des membres des équipages
des sous-marins nucléaires, et même anticiper peut-être, alors on n'est pas allé à un stade d'investigation, parce qu'on n'avait pas des mois à consacrer non plus à ça, mais en fait, en regardant, c'est ce qu'on voit un petit peu là ici, les plannings des courses, en fait, on se rendait compte que t'as des gens qui disparaissaient à certains moments et qui réapparaissaient 2 mois après. Certains en plus avec des messages assez amusants, comme celui-ci par exemple. Si on avait un doute, du coup là il n'y avait plus de doute, quoi. Et donc alors, mon collègue allait les voir là-bas à l'île Longue et ils ont admis qu'il y avait, leur réponse officielle, je ne l'ai plus exactement au mot près, mais grosso modo ils disaient c'est une toute petite faille, mais il y a un problème quand même. Donc là, du coup, voilà, un autre type d'initiative, et c'est toujours un outil qu'on utilise. Enfin, c'est pas fini, peut-être qu'on fera d'autres publications avec ça. Il y a d'ailleurs, et on a aussi partagé la technique, c'est vraiment intéressant, et ça nous amène aussi aux évolutions du journalisme. En publiant ça pour le site du Monde, j'ai reçu quelques mails de confrères étrangers, et notamment un Suédois récemment, là, qui, il y a 6 mois, quelque chose comme ça, m'écrit « Ah, mais c'est hyper intéressant, j'aimerais bien essayer de le faire en Suède. » Moi, j'avais pas le temps du tout, évidemment, pour faire ça, malheureusement. Donc, du coup, je lui ai partagé la méthode et les scripts qui permettent de le faire. Et ils ont fait toute une grande enquête où ils ont trouvé, je sais plus ce qu'ils ont trouvé exactement, mais apparemment, ça s'est très bien passé. Enfin, donc, c'est... Des collaborations internationales. Ouais, voilà, ça nous amène, on en parlait tout à l'heure, juste avant, où ça se développe de plus en plus, le travail d'essayer de mutualiser face à la complexité du monde et aussi le manque de moyens parfois des journalistes. En fait, mutualiser les forces sur un sujet précis, et ça peut être un moyen d'arriver à révéler des choses. Ouais. Merci. Alors on a vu des méthodes d'enquête, on a vu des outils, on a vu un contexte professionnel qui change considérablement de ce qu'il était par le passé. Le journaliste de terrain, il existe encore. Je crois que même sur vos enquêtes avec la BBC, il y a davantage de mixte entre l'investigation numérique et l'enquête de terrain. Puis, non, alors d'ailleurs, c'est quelque chose vraiment que je tiens à préciser, c'est-à-dire que ces genres de travaux-là que je viens de présenter, ça reste quand même une niche dans le journalisme en France et même dans le monde. Enfin, évidemment, vous avez vu dans le reste du cycle de conférences ici que, évidemment, que c'est crucial d'avoir du journalisme, on pourrait, entre guillemets, traditionnel, si j'ose dire, et c'est quand même... et nous, dans le cadre de ce genre d'enquête, toutes les enquêtes sont en fait une combinaison de tous les outils. Il y a rarement des enquêtes où c'est uniquement digital, numérique. Dans le cadre de Bordeaux, par exemple, ça a été, il y a eu 10 témoins, on a retrouvé aussi 10 témoins qui ont assisté aux événements. Pour le coup, dans le cadre de Hanouna, c'est un peu différent parce que ça parle d'un sujet médiatique, donc c'est un peu à part. Mais on aurait pu essayer aussi sur d'autres enquêtes, Le Monde évidemment récupère fait le travail d'essayer de rencontrer des sources humaines qui travaillent chez CNews, ou chez Europe 1, ce genre de choses. Je me suis perdu, mais oui, non, pour moi, le journaliste traditionnel reste évidemment central. C'est-à-dire celui qui va enquêter sur le terrain. Sur le terrain, et c'est vrai que vous me parliez de la BBC, et c'est vrai que la BBC, qui est un organe de presse autrement plus grand que Le Monde, hein, parce que souvent les équipes avec lesquelles je travaille combinent vraiment les deux, c'est-à-dire que par exemple l'an dernier on a fait une grosse enquête sur ce qui s'est passé au Bangladesh, la révolution et des grosses massacres de la police, si j'osais, c'est pas très joyeux, mais voilà. Et tout ce travail d'analyse, donc de centaines d'images publiées sur les réseaux sociaux, c'est combiné avec une enquête sur le terrain de 3 semaines. C'est pas moi qui l'ai fait pour le coup, c'est une journaliste de BBC, originaire du Bangladesh, qui a tous les accès là-bas et qui a fait ce travail pendant plusieurs semaines de vérifier tout ce qu'on repérait. Et on essaie souvent de travailler vraiment en synergie, c'est-à-dire souvent on va dire on repère ça sur les images, on pourrait essayer de retrouver cette personne, est-ce qu'on peut essayer de la retrouver? On est en discussion permanente, souvent comme ça. Et oui, pour moi c'est un outil de plus, on pourrait dire, dans
l'outillage des journalistes pour ouais. Alors qui va l'emporter? Est-ce qu'on aura toujours les moyens de payer des journalistes pour les envoyer sur le terrain? Est-ce qu'il y a des terrains? Il y a aussi de plus en plus de terrains où on ne peut pas aller. Ouais, par exemple dans le cadre de Gaza, moi j'ai pas trop travaillé sur ce sujet, mais au sein du Monde, ça a été je pense l'un des principaux moyens pour raconter ce qui se passe à Gaza, vu qu'il y a un blocus journaliste, les journalistes n'ont pas le droit d'accéder à la bande de Gaza. Donc sans doute beaucoup de rédactions de toute façon ont utilisé cet outil. L'analyse là, c'était beaucoup l'image satellite, analyser les images satellites les satellites passent tous les jours ou tous les quelques jours et glaner quelques informations comme ça par ce biais-là. Donc effectivement, c'est cet outillage-là, dans le jargon professionnel, ça s'appelle des enquêtes en sources ouvertes, c'est-à-dire qu'on collecte toutes ces informations qui sont en fait disponibles à tout le monde et d'essayer d'aller voir ce qu'il y a dedans, donc images satellites, images des réseaux sociaux, voilà. Et sur des terrains de guerre pas accessibles, c'est effectivement un outil qui est très utile, ouais, clairement. Et vous me disiez qui va gagner. Je pense que je suis pas sûr que ça suffise. Si je vous répondre de façon très brève, je vais Ça développer. suffit à quoi? À gagner, si j'ose dire, c'est-à-dire comment dire, continuer ou essayer d'avoir un écosystème médiatique et être informé tout simplement correspondant à un droit des citoyens voilà, c'est vraiment central aujourd'hui. Cet enjeu va être, je pense, c'est vraiment un enjeu démocratique central, je pense, parce que c'est dans la Constitution même. C'est une condition de la démocratie, je crois. C'est écrit comme ça dans je sais plus quel texte. Je suis désolé. Le Conseil constitutionnel a déclaré que avoir un écosystème médiatique pluraliste est une condition de la démocratie. Et je n'ai pas besoin dans cette salle, je pense, d'expliquer pourquoi en ce moment c'est compliqué. Et moi je trouve en plus que, à titre personnel, que on peut regarder outre-Atlantique ce qui nous attend si on n'est pas assez vigilant et si on laisse une presse d'opinion devenir dominante. Si vous avez vu l'exposition, il y a une image, un grand panneau dans l'exposition, c'est tout à fait ça, ça vient des États-Unis, et le slogan est changé, et c'est « Make Truth Great Again ». Et voilà, ça dit tout. Bon, donc un peu pessimiste sur le journalisme au XXIe siècle dans les années moi, je m'y suis engagé de plein cœur parce que je pense que, à titre personnel, c'est ce qui. Je pense que c'est une bataille importante pour la société, donc je me dis que mes petites compétences peuvent servir, sont des petites gouttes d'eau qui peuvent contribuer à pouvoir informer correctement les citoyens. Donc moi, je ne sais pas trop quoi faire d'autre, donc je fais ça. Merci de le faire. Et merci d'être venu le raconter, Antoine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Des questions? Tu vas faire de l'autre côté? Oui, d'accord. Oui, le travail numérique l'a fait sur la manif des Gilets jaunes à Bordeaux est vraiment parlant immédiatement. On voit à quel point l'information fait des progrès avec le journalisme numérique. Vous le disiez là, Antoine, ce n'est pas tout, le journalisme numérique, mais l'information fait vraiment des progrès grâce à ça. Hein. Ça revient à une véritable enquête. Et on a un écho aujourd'hui très, très actuel avec le travail fait par Mediapart et Libération sur les images des forces de l'ordre à Sainte-Soline, hein, qui ont amené quand même le ministère de l'Intérieur à ouvrir une enquête, et où on voit
parce que vraiment ça saute aux yeux, à quel point il y a un problème de professionnalisme et de loyauté démocratique dans les forces de l'ordre en France. Hein, je pense qu'il va y avoir un développement. On est aussi dans ce type de pratique. Hein. Absolument. Ce que je voulais aussi poser une question. Il y a eu de grandes enquêtes internationales qui ont été faites par le biais du consortium des journalistes d'investigation, qui s'est imposé dans les Panama Papers, dans plein d'autres. Je pense que ceux-là font surtout du journalisme numérique, et parce que d'ailleurs ne serait-ce que parce que c'est plus pratique, puisqu'ils sont répartis dans le monde, et donc les sources ouvertes sont vraiment une espèce d'Eldorado maintenant pour des journalistes qui veulent vraiment faire de l'information, à la différence d'Hanouna ou de CNews, qui ne font plus du tout de l'information, mais simplement de la propagande. Voilà. Oui, absolument. Le travail des consortiums, on l'a un tout petit peu évoqué. C'est vrai que j'aurais pu le développer plus. Et c'est vrai que j'ai pas présenté. Là, j'ai présenté mes travaux, mais clairement, le travail de ICIJ et ces consortiums, donc c'est des journalistes qui sont au sein de plein de rédactions dans tous les pays du monde, qui alors souvent c'est sur ce qu'on appelle les leaks, c'est-à-dire souvent, en tout cas les choses qui ont marqué ce genre de travaux, c'est des fuites de documents au sein de, je sais même plus, j'ai peut-être pas les choses en tête, mais des médias multinationales, des cabinets d'avocats, des banques, des choses comme ça. Et il y a une masse telle de documents, et il y a surtout des informations qui sont intéressantes pour tel pays, d'autres pour tel pays, que mutualiser les forces et pour analyser ces millions de documents, j'ai plus en tête exactement les choses, se révèle très très pertinente. Et c'est vrai que nous, on est, c'est effectivement pas très très loin de ce qu'on fait. C'est du data journalisme. Et effectivement, on utilise un peu les mêmes outils. Moi, j'ai pas encore participé à des enquêtes de ce genre, mais c'est tout à fait dans la même veine. Et puis avec cet esprit aussi de collaboration et ce qui n'était pas forcément le cas, notamment en France avant. Moi, je suis pas un historien de journalisme, mais je pense qu'il y a plus dans notre génération la volonté de mutualiser. Par exemple, l'enquête Sainte-Soline là qui sort est publiée par deux médias, Libération et Mediapart, qui je ne sais pas s'ils ont mutualisé leurs forces pour analyser, parce qu'il y a 85 heures de vidéo, je crois. Ils ont peut-être mutualisé leurs forces, je ne sais pas. Bonjour. Je voulais savoir, c'est une obligation des possesseurs de données privés d'offrir des API d'interface? Là, je pourrais pas vous dire, et en l'occurrence, c'est pas les API qu'on a utilisées. Alors les API, c'est comment l'expliquer simplement, c'est quelque chose qui permet pour des services. Peut-être vous pouvez l'expliquer mieux que moi. Interface, application, programme, ça permet en fait, le possesseur des données, Facebook ou n'importe qui, YouTube, ça, on appelle ça exposer. Il expose sur le réseau, sur Internet, un programme qui permet avec des données, en fait, il offre la possibilité d'interroger ces bases de données à partir de données. Il expose ce programme, il dit voilà, là par exemple, je prends un truc bidon, mais dans cette donnée-là vous rentrez le nom, dans celui-là vous rentrez le numéro de sécu, dans celui-là vous rentrez la plaque d'immatriculation, et voilà, moi en réponse à ça, je vais vous restituer le modèle de la voiture, l'âge du bonhomme, et puis voilà. Ouais, c'est ça, et peut-être ça rejoint, peut-être vous avez déjà entendu le terme open data, où de plus en plus de villes, par exemple, ont ce qui s'appelle un open data, c'est-à-dire des données qui sont collectées pour les besoins de la ville, ils les mettent en libre service pour que d'autres acteurs puissent s'en saisir et les utiliser à travers ce qu'on appelle une API, et c'est un peu l'outil qui permet de se connecter aux données, par exemple, d'une ville comme Bordeaux, par exemple. Voilà.
je sais qu'il y a sur la ville de Bordeaux, ils auront un open data. Je parle sur votre contrôle. Non, enfin, je suis pas un grand spécialiste, hein, mais enfin, bon, Et bref, et donc, alors dans le cadre moi, des enquêtes que j'ai faites, souvent c'est plus artisanal que ça. Ça peut arriver qu'on travaille beaucoup de data journalistes, évidemment. Je pense à des collègues là qui travaillent pour les, ne serait-ce que tout bêtement pour les campagnes électorales, par exemple, ou comment on arrive à publier très rapidement toute la carte de France avec tous les résultats. C'est parce qu'il y a des tuyaux qui sont branchés pour pouvoir collecter les données et les mettre en forme comme ça. Là, dans le cadre de Strava, on a un peu contourné leur. Je suis pas sûr qu'ils donnent une API et on avait ce qu'on appelle du scrapping de données, c'est-à-dire en fait on utilise un peu des algorithmes pour faire comme si on naviguait sur le site et qu'on collectait et qu'on notait les données à chaque fois, mais juste on l'automatise et ce qui permet de traiter beaucoup plus de profils et analyser plus de données. C'est une pratique qui, parfois, je pense, c'est même sûr, n'est pas toujours, n'est pas dans les petites lignes d'autorisation. On le fait dans le cadre du journalisme quand ça a un intérêt public. Et là, c'est ce qu'on a estimé, c'est-à-dire que, en fait, il y a quand même un problème avec cette application. Ça fait des années que ça fait ce que des premiers scoops sur Strava, ça fait presque 10 ans. Enfin, et en fait, d'énormes quantités de données. Et on n'a même pas parlé des données du tout venant, c'est-à-dire que, je sais pas. Moi, je pourrais demain chercher mon ex qui fait du jogging et retrouver son... Enfin voilà, des trucs beaucoup plus prosaïques, mais qui sont néanmoins problématiques. Et ben voilà, cette brèche-là. Donc là, on a estimé que c'était d'intérêt public, donc on a fait... on a utilisé des algorithmes pour révéler cette faille, entre guillemets. Et donc, oui, je sais pas si ça répond à votre question, mais... en fait... Est-ce que l'idée, c'est que en fait, les mêmes techniques peuvent être vertueuses si elles sont là pour pointer, mettre au jour quelque chose, et la même technique peut être utilisée d'une façon tout à fait pernicieuse. C'est pas du tout la même chose. Enfin, ce dont je parlais, c'est pas du tout ce que la technique qui a été utilisée là. Parce que ce que je disais moi, enfin ce que je parlais des interfaces API, il faut que le propriétaire du site des données veuille l'exposer. Et en général, les sites le vendent. C'est vendu. Enfin, on peut acheter des API pour. D'ailleurs, c'est bien le problème parce que. Mais néanmoins, je précise pour que ce soit clair, c'est pas du piratage, ce qu'on pourrait dire. C'est-à-dire que toutes les données là qu'on a présentées sont libres, sont dans le domaine public, sont accessibles au tout venant. C'est-à-dire que si on sait où cliquer et on n'a pas fait de piratage quoi que ce soit ou je sais pas, on a enfreint, on a cassé des portes entre guillemets pour avoir ces données. Elles sont disponibles de façon publique et pour nous parce qu'on n'a aussi pas le temps de faire, donc on automatise certaines tâches, mais voilà, il n'y a pas de piratage et faire des choses de piratage. Déjà, moi, je pense pas avoir les compétences et en plus, ça peut-être que dans le journalisme, il y a des cas comme WikiLeaks par exemple, je pense. Je n'ai pas envie de dire des bêtises parce que voilà, mais peut-être des outils parfois pour documenter des choses qui sont d'intérêt public. Peut-être, je prends pas position là-dessus, je saurais pas exactement, mais peut-être que parfois la légitimité du but poursuivi peut parfois, ça pourrait peut-être se justifier. Je sais pas, j'ai pas vraiment réfléchi, mais là en tout cas nous on travaille que à partir de données publiques. Les données satellites sont ouvertes comme ça, on peut les avoir comme ça? Oui, si vous allez, peut-être que vous êtes sans doute allé sur Google Maps pour la plupart, et c'est souvent ces données-là. Alors on utilise Google Earth Pro, mais il y a plusieurs sources d'images satellites, et dans le cadre par exemple du conflit à Gaza, il se trouve que il y a maintenant, il y a une entreprise qui s'appelle Maxar par exemple, qui est un service qui fournit des images satellites, Google notamment, mais aussi qui maintenant, il y a des journalistes notamment au Monde et je pense dans plein d'autres rédactions qui sont directement en contact avec eux pour avoir un peu plus de données et ils mettent à disposition un peu plus de données que juste ce qu'on peut voir sur Google Maps. À noter. Service pour les professionnels. Pour les professionnels, mais comment dire, n'importe quel média pourrait le demander, il n'y a pas de... Voilà. Et néanmoins, une petite note sur ces images satellites. Donc il y a quand même une limite légale qui reste, légale, je ne sais pas exactement de qui l'a décidé, les Américains probablement, mais il y a moi je ne savais pas avant de faire ce métier, mais qu'il
il y a une limite, et la limite, c'est de pouvoir reconnaître un être humain. Et voilà, ça s'arrête là. Et du coup, il y a, je crois que c'est 1 mètre, un pixel égale 1 mètre, ou quelque chose comme ça, ou 50 cm, je sais plus. Mais c'est un peu terrifiant. Déjà. En fait, rien qu'en utilisant ça, je pense c'est assez fascinant de regarder n'importe où sur Terre, on peut aller voir à quoi ça ressemble. Mais il faut savoir que, enfin, j'ai jamais vu ce que c'était, la qualité que ont la CIA, ou je sais pas, mais c'est sans doute beaucoup plus fin. Oui, parce que c'est pas au moment pile, c'est ce qu'on voit sur Google Earth, c'est pas le jour même. En général, il y a la date qui est écrite en bas. C'est ouais. souvent, je pense que sur Google, c'est un peu tous les 6 mois. Ouais. Donc c'est pour ça que. Parce qu'il y a des gens qui font des recherches pour avoir des images un peu bizarroïdes de gens qui sont morts sous la rue aux États-Unis ou des choses comme ça. Ouais, voilà, mais alors il y a aussi comme ça, les collègues, moi ça m'arrive de travailler aussi avec des. Il y a par exemple un service qui s'appelle Planet Lab, c'est le nom de l'entreprise, qui, je ne saurais pas vous dire là exactement, mais qui, je pense qu'ils ont un satellite, je sais pas trop, voilà, et qui prend des photos tout le temps, et alors souvent il y a des nuages, donc en fait on a accès, mais en fait ça sert à rien parce qu'en fait il y a des nuages devant. Mais souvent on travaille avec ça quand, oui voilà, pour Gaza typiquement, je pense que moi j'ai pas travaillé dessus personnellement, mais mes collègues clairement bossent avec ces services-là. C'est utilisé pour le Soudan en ce moment. Oui, tout à fait, probablement. Les satellites militaires, c'est une pièce d'1 euro sur un terrain de foot. C'est la qualité qui... Ah ben intéressant, je savais même pas. Oui. Moi je reviens sur le deuxième sujet, je pense que vous avez présenté sur le graphique, sur les temps de parole. Il me semble que dans ce sujet, il y avait un autre aspect qui montrait les interactions entre les personnes sur le plateau. Et celui-ci m'a paru, moi, quand je l'ai vu, m'a paru beaucoup plus parlant, parce que déjà, les bars, c'est un petit peu banalisé, mais l'autre infographie, là, qui montrait les interactions entre chaque participant du plateau, elle m'avait vraiment impressionné parce que je pense que c'est vraiment voilà. Et parce qu'il y avait 2 choses, il y avait les faisceaux et il y avait si c'était un contenu positif ou un contenu négatif en fonction des personnes dans les échanges. Et voilà, si vous pouviez le montrer, moi ça m'avait vraiment, je trouvais ça très bien. Ouais. C'est l'avantage d'avoir préparé avant et d'avoir vu les choses avant vous. Sinon, je peux la montrer. Je peux trouver la séquence rapidement, sinon, mais si on n'a pas beaucoup de temps. Grosso modo, pour résumer rapidement, en fait, mais avec ce dispositif-là, c'est-à-dire d'avoir reconstitué en 3D le studio de Europe 1, on avait décompté tout le temps passé où Cyril Hanouna critiquer un de ses chroniqueurs ou critiquer un propos d'un de ses chroniqueurs et le temps passé à valider le contenu d'un autre chroniqueur. Et en fait, il y avait une pattern, une tendance qui était très très nette. Donc, sur Gilles Verdez, qui est là, qui est un peu la caution de gauche dans le dispositif de cette émission, en fait, était un peu le punching ball en fait, et de cette émission. Et là, on le perçoit un peu sur la capture d'écran que j'ai faite, mais en fait, toutes les traits rouges qui donc allaient sur Gilles Verdez et tous les autres étaient des traits verts. Donc ça permettait de représenter. Merci. C'est vrai que j'aurais pu le mettre. Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Je reviens sur votre reportage sur les gilets jaunes. Donc c'est vraiment très impressionnant parce que ça donne un éclairage sur une situation de police avec des blessures graves. Et la question que je me posais, est-ce que ce genre d'enquête peut être utilisé par la défense, par exemple, par les avocats ou éventuellement par un parquet, quoi. Oui, ça l'est de plus en plus. Cette enquête-là sur le gilet jaune a été versée au dossier d'instruction. Je sais pas à moi vraiment de dire ça, mais je pense que ça a participé. S'il n'y avait pas eu d'image, c'est souvent le cas sur les affaires de violence policière. Je suis pas sans être un spécialiste, mais il y a des affaires de savoir en justice souvent parce qu'il y a des images en fait. Et sinon, il y a pas d'enquête. Enfin, là, c'est la parole contre parole, et en fait, il n'y a pas de poursuite. Et donc, oui, pour répondre à votre question, ces travaux sont de plus en plus, j'entends souvent moi verser. Il y a des travaux aussi. Une autre enquête qu'on avait fait pour Mediapart sur une manifestation à Paris, où il y avait eu d'autres violences policières.
a été versé à un dossier auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. Et donc, ouais, ça prend sa place. Je crois qu'en France, en tout cas, on peut verser n'importe quel document dans un dossier d'instruction, à ma connaissance. Donc on peut dire que le journaliste devient quelque part un auxiliaire de justice, quoi. Non, pas du tout. En tout cas, moi, c'est pas vrai que je le vois. On fait notre travail de journaliste et on pense pas du tout à la justice quand on fait ses travaux, en tout cas. Mais comment dire, les faits qu'on a établis sont utiles pour, voilà. Enfin, à titre personnel, je suis effectivement, moi, je suis satisfait. C'est satisfaisant de se dire que voilà, on contribue, que le travail qu'on a fait contribue à documenter une situation controversée. Bien sûr. J'ai une deuxième petite question. On reste dans le maintien de l'ordre avec Sainte-Soline. Donc c'est des images qui sont issues de la gendarmerie, qui fait partie de l'armée, et l'armée qu'on appelle la Grande Muette. Donc je m'interroge sur l'origine de ces images. Ça a pu être filmé que par un opérateur de la gendarmerie, quoi. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, mais c'est une enquête donc sortie aujourd'hui par Mediapart et Libération sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Ça, je pense que vous êtes tous au courant ici. Et donc c'est il y a 80 heures d'images, 85 heures d'images de body caméra, ce qu'ils appellent. Donc c'est des caméras que les policiers activent selon, je ne saurais pas vous dire là quel est le protocole exactement, et c'est normalement, ils sont obligés de les activer, mais je n'ai pas travaillé dessus, donc je ne peux pas vous dire exactement. La source de ces vidéos, alors déjà, moi, je n'ai pas enquêté dessus, donc je ne saurais pas, je ne les connais pas. Et évidemment, ça, c'est le genre d'enquête qui est couvert par les journalistes, c'est le secret des sources. Ont obtenu par des. Je ne sais pas qui c'est, et les rebelles. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Est-ce qu'on s'arrête là-dessus? Juste une question anecdotique, Strava, ils sont en faillite. Ils n'en ont plus de... Oui, c'est vrai. Est-ce que Strava sont en faillite après, vous dire, à cause de votre enquête? Non, pas du tout. Une question qui est faite des données que les appareils révèlent. Je n'ai pas entendu la question. Et à cause des données produites par leur application. Oui, et donc un client lambda ne va plus avoir son machin sur l'épaule s'il veut faire un jogging anonyme. Alors, oui, non, si, parce qu'en fait, la question, je comprends la question. Parce que, en fait, effectivement, c'est comme ça que se défend Strava d'ailleurs là-dessus, en disant que, en fait, ces gens-là pourraient juste mettre leur profil en privé. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Et le problème est réglé, littéralement. Et c'est aussi pour ça que l'enquête était d'intérêt public, c'est-à-dire que c'est pas que la faute de Strava, c'est aussi la faute de c'est surtout la faute de ces agents en fait qui ne mettent pas leur profil en privé. Alors, je pense que au fur et à mesure, ils vont finir par l'être, parce que à force qu'on fasse des enquêtes, c'est vrai que parfois c'est un peu, ça rend humble sur son travail, parce que je me souviens, on avait contacté l'Élysée 2 semaines, je crois, avant la publication, pour qu'ils aient le temps d'enlever les données. On avait été reçus assez froidement, pour ne pas dire plus. Moi, ça m'a scandalisé par les personnes en charge de la communication de l'Élysée. Et en fait, c'était marrant de comparer avec les Américains, parce qu'on a contacté les Américains, on a été reçus très poliment, ils ont dit merci, on prend en compte. Alors ils ont quand même minimisé, mais en disant merci, on prend en compte. Et au bout de quelques jours, les profils passaient en privé. Avant qu'on ait publié. Parce que voilà, c'était dans la phase qu'on appelle le contradictoire, qui est le moment où, avant dans la déontologie journalistique, je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer, mais le contradictoire, c'est avant de publier quelque chose une enquête sur quelqu'un, on lui demande son avis. Ça sent un peu, quelle est sa version des faits, voilà. Donc les Américains nous reçoivent très poliment, et on voit les profils, une bonne partie quand même se passe en privé, ce qui, rien sur les Français, aucun changement avant le jour J où ça fait la une du Monde, et là, en 24 heures, vite ils passent en privé les profils. Mais néanmoins, je crois qu'il y a toujours, ça se trouve, il y a toujours un profil ou deux qui reste actif, et je ne comprends pas. Et par ailleurs, là on a fait sur les gardes du corps, mais vous vous doutez bien que ça marche sur. On avait fait les militaires.
les chauffeurs, mais même notamment les militaires. Enfin, mon collègue avait fait sur les militaires au Burkina Faso, il a trouvé plein de membres des forces spéciales. En fait, il y a toujours énormément d'activités chez ces gens-là, par exemple, et pour ne pas en dire plus. Donc ça pose des questions. C'est vrai que je pense que, mais de toute façon, je pense nous tous, on laisse plein de traces sur Internet. Je faisais d'ailleurs l'exercice avec un copain à qui j'ai demandé. En fait, est-ce que tu peux faire des recherches sur moi pour voir ce que tu trouves sur moi? De faire soi-même, ça marche pas trop. Et il a quand même retrouvé mon adresse en fait. Et je dis pas où. Mais du coup, je me dis bon, d'accord. Et enfin, en fait, voilà, c'est un vrai sujet. Enfin, c'est pas un scoop, mais on laisse tous plein de traces sur Internet et c'est. Alors Antoine, qui est assez. D'ailleurs, il y a une personne intermédiaire qui m'a mis en contact avec ce jeune homme. Et il m'a dit, quand je lui ai dit, vous savez, chez nous, nos intervenants, ils sont bénévoles. Et cette personne-là m'a dit, il est assez partageur. Et je vous assure que oui, parce qu'il a passé beaucoup de temps à répondre à email, etc., pour préparer ce travail, parce que vous l'avez vu, c'est pas un conférencier professionnel. Mais il est très partageur sur son site. Et si vous allez sur son site, il y a plein de choses. Il y a des choses sur la breakdance. Et il y a des différentes enquêtes. Voilà, vous allez retrouver l'enquête de Sainte-Soline, l'enquête sur les... Pas la dernière de Sainte-Soline, effectivement, j'avais travaillé sur le volet d'avant, la blessure de Serge. Ouais. Donc voilà, antoineschirrer.fr, c'est une trace qu'il laisse très volontairement pour partager. Il y a même des tutoriels pour expliquer les techniques. Vous avez envie d'aller un petit peu plus loin pour comprendre les techniques. Alors, oui, c'est plus sur le design d'ailleurs, mais c'est prévu que quand je trouverai le temps de faire aussi sur des techniques d'enquête. Voilà. Mais d'ailleurs, par ailleurs, sur tout ce qui est l'enquête en source ouverte, c'est quelque chose qui se démocratise un peu. Enfin, moi, j'ai plusieurs copains qui enseignent dans des écoles et qui, pour familiariser les gens avec toutes ces techniques de recherche. Donc, ça s'appelle l'OSINT dans le jargon professionnel. OS, donc Open Source. Open Source Investigation. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation.